Et le vrai shift que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à avoir une vraie stratégie Customer Success, à me dire, OK, je vais aller voir mes clients, je leur demande exactement ce qu'ils veulent et je vais mettre de la valeur et ça a tout changé. Et depuis, l'entreprise, on a atteint les 1 million annuels. Je suis pas d'accord moi, avec la phrase « ton client est roi ». C'est pas vrai en fait. C'est toi, s'il est devenu client et il t'a demandé ton service, c'est parce que c'est toi l'expert et c'est à toi de mettre les limites. Il y a une différence en fait entre la satisfaction et le succès. T'entendras, je pense, jamais parler mal d'une boîte, même si le service, la manière dont elle a délivré le service était pas ouf. Si t'as un résultat qui est à la hauteur de tes attentes pour un prix qui te convient, en fait, il se passera jamais mal. Par contre, si t'as le malheur de tomber sur un très bon service qui t'apporte pas de résultat, t'arriveras quand même à dire des choses horribles. Et c'est bizarre ce que je veux dire, mais je trouve d'avoir une bonne stratégie Customer Success, surtout pour les entrepreneurs, ça peut jouer sur la santé mentale des entrepreneurs. Bon bah écoutez, bonjour à tous. Comme d'habitude, là aujourd'hui, on va accueillir Justine Poutre. L'idée c'est qu'on va discuter de pas mal de choses ensemble. J'ai pour habitude de démarrer un peu les podcasts sur la même question pour rentrer direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Justine, parce qu'on a déjà discuté avant, mais qu'est-ce que vendre pour toi aujourd'hui sur ton marché et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et j'ai plutôt l'habitude de répondre à qu'est-ce que c'est le Customer Success, mais bon, je vais répondre à la question c'est quoi pour moi la vendre? Donc, ça va être de créer de la valeur pour le client en comprenant ses objectifs et en lui proposant des solutions qui vont l'aider à atteindre ses objectifs, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors, on en avait discuté un peu en off, mais la vente, c'est pour moi quelque chose de purement bienveillant. Si tu pouvais déjà nous résumer un petit peu toi ton parcours, enfin, ta boîte, ce que tu fais, tu as mis la petite casquette Care aujourd'hui, donc c'est le branding jusqu'au bout. Euh, Rapidement, dans les grands détails, ce que tu fais, ce que tu as fait, et puis let's go. Ok. 10 ans dans le salariat, dans des métiers plutôt axés relations clients et notamment dans l'assurance. Puis CSM dans une startup, donc dans une early stage qui proposait un CRM pour les TPE-PME. Et là, ça a été le gros coup de cœur pour le métier. Et c'était tout au début du Customer Success, enfin, l'arrivée du Customer Success en France. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de manquements autour de ce poste, que ce soit de la vulgarisation de concepts, que ce soit de l'accompagnement pour ceux qui veulent trouver un job et pour les entreprises. Et donc de là est venue l'idée de créer CARE. Donc c'est mon projet actuel. Je suis la fondatrice de CARE, qui est la formation qui va former les futurs CSM. Ouais. CSM, si tu peux rapidement expliquer ce qu'est un CSM pour ceux qui nous écoutent. Ouais, je pense que le plus simple, c'est déjà d'expliquer ce que c'est le Customer Success. Donc, le Customer Success, ça va être d'accompagner le client à atteindre ses objectifs avec le produit ou le service vendu afin qu'il soit fidèle et qu'il reste longtemps, qu'il reste le plus longtemps possible, qu'il rachète et qu'il recommande. Voilà. Et donc, le Customer Success Manager va s'occuper de ça. C'est trop important. C'est un truc, tu vois, on en avait discuté, mais tu tapes sur YouTube Customer Success Manager fidélisation, c'est pas du tout la tendance du marché aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, ta boîte, elle fonctionne bien. On pourra parler chiffres plus tard, etc. Tu as déjà abordé la fidélisation. Un truc qui m'a étonné quand on a discuté, c'est que toi, quoi, 80-90% de ton acquisition, c'est de la fidélisation client aujourd'hui, à peu près? Ouais, sur la partie B2C, c'est clairement grâce à nos clients qu'on a de nouveaux clients. Ouais, c'est ouf. Et parce que, tu vois, aujourd'hui, la tendance du marché, c'est avoir toujours plus de leads, toujours plus de personnes en call. Toi, tu dirais qu'aujourd'hui, le meilleur système d'acquisition, c'est de fidéliser les clients qui sont déjà présents? Ouais, clairement, en fait, en ayant des clients, enfin, c'est déjà plus facile. Alors, ça change tout le temps, mais il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, acquérir un client, ça coûte 5 fois plus cher que de garder ses clients. Donc, en fait, une fois que tu as tes clients qui sont fidèles, qui sont en fait devenus un peu des fans, ils vont forcément racheter, ils vont en parler autour d'eux, et ça te diminue aussi ton coût d'acquisition parce que c'est de la pub gratuite. Hmm. Et aujourd'hui, ta boîte, elle tourne à combien déjà tous les mois à peu près pour que tu nous aiguilles en termes de fourchette? Du 80 000 à peu près en Ouais, termes de chiffre d'affaires. tous les mois pour le coup. Ouais, tous les mois, c'est ça. Parce que On est à 80 000 l'année pour dire l'année. 1 million sur à peu près 1 million sur l'année. Et c'est ouf parce que quand tu regardes les boîtes qui performent beaucoup aujourd'hui, c'est majoritairement des boîtes qui vont proposer un service front-end, acquisition, marketing, vente. Genre, nous, on fait de la vente, tu vois, donc techniquement, c'est ça. Euh, Vous êtes numéro un sur le marché en France en ce moment? Ouais, Ouais. exactement. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'à l'époque, quand on a lancé Care, enfin, personne ne parlait de Customer Success.
Et j'ai été la première en fait à en parler sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Mhm. Et en fait, c'est un petit peu mon rôle, j'ai à cœur, tu vois, de démocratiser ce que c'est. Déjà, effectivement, pour que des profils se reconvertissent, mais tu vois, pour les entreprises, enfin, ça va complètement avec mes valeurs. Tu vois, le customer success, ça me permet de faire plus avec moins de ressources. Et en étant passé par des périodes, tu vois, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont se retrouver là-dedans, où surcharge de travail, potentiellement peut-être burn-out pour certains. Hmm. En fait, la meilleure manière d'éviter tout ça, c'est déjà de regarder ce que tu as et optimiser, donc grâce par exemple à tes clients. Comment t'as réussi à développer ce truc de te dire, bah bon, je pense que c'est dans ton expérience de salarié de te dire aussi, bon, allez, on va prendre soin aussi des gens en interne, mais j'imagine qu'il y a pas mal de contraintes au fait de développer une offre innovante sur le marché. Tu as dit que tu étais la première. Comment tu as développé ça? Et comment aussi tu vois le futur au niveau de ta boîte? Parce que moi, personnellement, c'est hyper positif. Je pense que les CSM, on va de plus en plus en avoir besoin. Mais comment toi tu vois les choses? Ça m'intéresse. Donc d'abord la question sur comment j'ai Ouais, développé tout ça d'un point de vue ouais. acquis, d'un point de vue peut-être image, etc. Ok, donc on va remonter loin, mais du coup, donc, j'ai commencé par le faire à côté de mon travail. Ça me permettait déjà d'avoir la sécurité, de me dire, Hmm. bon, en fait, j'ai rien à perdre, tout va bien, financièrement ça va, j'ai toujours mon taf. Et de me dire, on va faire déjà un test. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis des offres d'emploi sur des sites, sur des job boards. Et là, on a commencé à avoir des leads comme ça et on a pu en fait commencer à parler du métier. Ça m'intéressait. Et à côté de ça, donc j'ai de la chance, j'ai commencé à publier sur LinkedIn quand c'était un petit peu le début. Maintenant, je pense que l'algorithme est un peu plus compliqué. Mais ouais, Hmm. en 2021, je commence à publier, je me donne un défi, je publie tous les jours et je me dis je vais vulgariser au maximum ce qu'est le customer success parce que moi quand j'essaie de faire mes recherches c'était toujours avec un jargon très start-up, Hmm. avec beaucoup d'anglicisme, je ne comprenais pas et je me suis dit plein d'entreprises, il y a plein de personnes qui ne vont pas comprendre donc je vais essayer de l'expliquer comme moi j'aurais voulu qu'on me l'explique et donc le combo un petit peu de en parler tous les jours sur LinkedIn, avoir des personnes qui commencent à nous contacter parce qu'elles voient nos offres d'emploi. Voilà, ça a commencé un peu comme ça. Et ensuite, progressivement, on a implémenté d'autres manières de nous faire connaître. Mais au départ, c'était vraiment ça. Ouais, parce que je pense que tu as dû éduquer vachement sur le sujet. Parce que quand tu lances ta boîte, c'est il y a combien de temps? C'était à 4 ans. C'est à 4 ans, ouais, tu m'as dit ça. Donc, il y a 4 ans, donc 2021, 2022, tu lances ça. Personne connaît le CSM sur le marché francophone. Donc, du coup, tu te retrouves à passer des appels de vente, je pense, sur des offres à étiquette ou à commencer à éduquer sur ton marché marketingement. Mais tu t'es vu comme une étrangère, quoi, Non? Alors en fait, déjà, il y a quand même quelques startups en France qui connaissent parce que Hmm. enfin, j'imagine qu'elles s'intéressent beaucoup à ce qui se fait aux US et tout ce qui va être pour les SaaS, ils ont tous besoin d'un CSM, de quelqu'un qui va s'occuper de la rétention, qui va s'occuper d'onboarder et de former les nouveaux utilisateurs. Donc il y a beaucoup d'offres d'emploi et à l'inverse, par contre, il n'y a pas de candidats. Il y en a vraiment très très peu. Et donc les premiers contacts qu'on a, c'est très simple pour moi parce qu'en fait, je parle de mon expérience. J'ai galéré à devenir CSM. J'avais un job, donc, je disais dans l'assurance qui me plaisait plus trop. J'avais envie d'avoir peut-être du télétravail, j'avais envie d'avoir un meilleur salaire, j'avais envie d'avoir des meilleures conditions, pouvoir un petit peu aussi entreprendre au sein de l'entreprise. Et donc, quand j'ai les personnes au téléphone, je leur parle un peu de mon parcours et je fais le lien avec leur parcours à eux. Donc, il y avait une banquière Bien euh, sûr. la banque postale, tu avais une vendeuse en boulangerie. Enfin, en plus, c'est des expériences que j'avais fait. Donc, ça a été très facile en fait de juste discuter, d'expliquer ah bah tiens, toi, tu es comme ça, bah, je te donne moi ma transformation. En fait, dès le départ. Donc maintenant, c'est plus mes résultats à moi que je montre, c'est ceux de ceux qui sont De tes passés clients, par bien CARE. sûr. Ouais, mais au début, je montrais vraiment mes résultats en disant voilà, c'est ça que j'ai fait, ça peut le faire aussi pour toi, on va te montrer comment faire. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu as plusieurs offres. Tu as une offre en B2B où tu viens implémenter des CSM, d'autres où tu viens former des CSM, et puis tu as une troisième offre aussi, je crois. En fait, pour le B2C, on va former la reconversion, en fait, ceux qui veulent devenir CSM, et on forme aussi ceux qui sont en poste déjà et qui veulent monter en Hmm. compétences. Ok. Ensuite, sur la partie B2B, on va faire de la formation spécifique aux entreprises. Donc, par exemple, toi, Enzo, bon, tu n'as qu'une CSM, mais tu as envie de la former sur un domaine en particulier, sur l'expansion, par exemple, on peut la former. Ou si tu as des grosses équipes, c'est pareil, on peut former. Et on propose aussi d'accompagner sur le recrutement
parce que ce qui se passe encore, même si ça fait plusieurs années maintenant que le CS est implémenté en France, tu as encore plein d'incompréhension sur ce que c'est. Tu en as beaucoup qui vont penser que c'est du support, on a beaucoup qui vont penser que c'est un centre de coût, un peu un service client ou de la formation. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, c'est plus stratégique. Ouais, je pense aussi, tu vois, que avant d'avoir des problèmes de produits de CSM, il faut passer un certain palier aussi au niveau de ta boîte, tu vois. Déjà, il faut des clients. Tu peux pas avoir de CSM sans clients. Et puis aussi, il faut prendre conscience du besoin d'avoir un bon produit, d'une bonne delivery, ce genre de choses, quoi. Si tu devais nous donner un peu les tips que tu as pour fidéliser tes clients, parce que bah, franchement, j'ai généré ouais, des millions d'euros en l'espace de plusieurs années, juste avec de la fidélisation, grâce à la fidélisation. Tu dirais que c'est quoi les choses qui font qu'un client reste, rachète, et surtout, qu'est-ce qui a marché pour toi? Ouais. Bah, en fait, ça t'est déjà pensé, toi, si tu étais client, enfin, qu'est-ce qui te fait rester? Déjà, c'est parce que tu as du résultat, tu as de la valeur, tu as envie d'avoir ce qu'on appelle le ROI, un retour sur investissement. C'est vraiment la seule raison pour laquelle tu vas rester. Tu as peut-être quelqu'un qui est super sympa, le produit a l'air stylé, etc. Il y a une différence en fait entre la satisfaction et le succès. Tu vois, par Hmm. exemple, tu vas t'inscrire à une formation pour passer le TOEIC. La satisfaction, c'est ouais, tu as un prof qui est trop cool, les locaux sont trop bien, c'est sympa, c'est super bien décoré, donc tu es satisfait. Par contre, le succès, le résultat, c'est ce que tu vas avoir à la fin sur ton score au TOEIC. Donc c'est ça la différence. Il ne faut pas voir le customer success comme de la satisfaction. C'est dès le départ, c'est quoi en fait, qu'est-ce que mon client va vouloir, et donc il a un objectif final en fonction de ce que tu vends ou du service que tu vends. Et donc, son objectif final, qu'est-ce que je peux donner comme mini-résultat pour atteindre cet objectif? Donc, dès le départ, et même, je pense, avant-vente, de toute manière, c'est apporter une valeur, un résultat, quelque chose de concret qu'il va pouvoir déjà mettre en place. Hmm. Ok. L'onboarding, ça participe beaucoup, je pense aussi à la satisfaction client et au fait que tu rachètes parce que c'est un truc que je dis souvent à mes élèves. C'est comme, alors tu vas me dire l'imposteur, comme quand tu éduques un gosse. J'ai pas d'enfant, super. Mais c'est un peu la métaphore que je leur fais. C'est bon, tu éduques deux enfants, tu leur donnes la même éducation, mais il y en a un où tu es un peu plus laxiste. Au début, ça va pas se voir sur les premières années, mais quand il va avoir 15, 20 ans et que tu pourras plus réduire l'écart, c'est comme si tu mettais deux avions au départ de New York vers Manhattan. Bah, t'en as un qui démarre, allez, 2 cm trop tard, bah, au bout de plusieurs heures de vol, il finit dans l'océan Atlantique, quoi. Euh, et l'idée, c'est que je pense que c'est vraiment trop sous-estimé. L'onboarding, c'est un peu les règles de ta délivrabilité. Ça, c'est un truc que vous bossez beaucoup avec les CSM ou c'est un truc un peu de côté? Non, en fait, dans le Customer Success, tu as plein de missions. Donc, la première, effectivement, tu as l'onboarding. Et donc, sur cette partie-là, c'est quelque chose, c'est une étape qui est très importante parce que si tu commences mal, ça va un petit peu impacter tout le reste de ta relation avec ton client plus tard. Hmm. Et comme je te disais, il faut que sur la période d'onboarding, c'est à toi d'estimer un petit peu combien de temps ça va prendre. Forcément, si c'est pour un SaaS, en fonction de si c'est complexe ou non, ça va être plus long. Si c'est pour du conseil, voilà, c'est à toi de définir un petit peu la durée de l'onboarding, mais en fait, tu dois définir que ta fin d'onboarding, c'est quand il a eu son premier résultat. Donc, si tu n'as pas d'onboarding, si tu bâcles ça veut dire qu'il n'a pas de résultat. Et donc, s'il ne voit pas du résultat dès le départ, c'est compliqué. Ah. Ouais, c'est les fameuses quick wins, les fameuses petites victoires qui Ouais, c'est ça. projettent le mec directement, carrément. Euh, c'est intéressant. Et du coup, tu as commencé à répondre à la question, mais ce serait quoi les critères pour un très très bon onboarding aujourd'hui sur un marché comme le mien? Genre, je sais pas, tu vends une offre de consulting ou de prestation de service à 2, 3, voire 10 000 euros. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un onboarding normal à un onboarding premium qui va conditionner une upsell plus tard pour le coup? Ouais, alors je vais te dire, enfin, faut que ce soit simple, que ce soit structuré et axé valeur. Donc déjà, pour que ce soit structuré, c'est une erreur qui est souvent, enfin, je vois souvent, c'est au moment où la personne décide, voilà, elle signe le contrat, elle va avoir un email du commercial, un email de la facturation, peut-être enfin, déjà voir un petit peu Hmm. qu'est-ce que la personne reçoit comme information pour voir déjà si dès le départ, elle n'est pas surchargée d'informations et pas les bonnes. Et ensuite, je pense, au moins cette étape-là, après avoir en fonction de la charge de travail pour les autres étapes, mais au moins la partie onboarding, quelque chose de personnalisé. Envoie un message vocal, envoie une vidéo, ça c'est déjà pour souhaiter la bienvenue. Et ensuite, même si le commercial a normalement bien fait son job, tu as déjà les informations de c'est pourquoi le client a signé, c'est quoi son objectif, c'est quand même bien de refaire le point. Ok, j'ai vu que c'était ça, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien ça votre objectif?
et en fonction de donner tout de suite, parce qu'on en parlait, un quick win. OK, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est ça, et en fait, et s'assurer derrière. Donc, l'onboarding n'est pas terminé tant que tu t'es pas assuré que le quick win a bien été atteint pour ton client. Hmm. Ok, donc si je résume, c'est un truc sans friction, assez rapide, qui apporte rapidement des résultats et qui te met direct dans la bonne direction, quoi. Grosso modo, c'est Ouais, plus c'est technique, mais ça, c'est ça. ok. C'est vrai En étant que, simple. oui, en étant simple, bah, c'est le pouvoir de la première impression, quoi. C'est le mec qui vient d'acheter, il vient de prendre une décision qui est importante pour lui. Déjà, le pouvoir d'un CSM, pour moi, c'est aussi d'éviter tout ce qui est rétractation de paiement. Ça veut dire, t'arrives, le mec fait une décision émotionnelle. Ça arrive que sur le marché du étiquette, le rationnel fasse paniquer derrière. Un bon CSM, c'est, je pense, aussi un onboarding qui est très rapproché de la date d'inscription. C'est genre, tu t'inscris demain ou après-demain, si tu peux avoir ton rendez-vous de onboarding, c'est mieux. Et derrière, bah, tu viens rassurer, tu fixes des choses. Nous, Laura, en interne, elle est surtout coach mindset et CSM. Bah, c'est trop bien, tu vois, apporter de la psychologie, c'est top. Et en plus, bah, plus d'upsell, moins d'impayés, plus de CA, quoi, pour le coup. Euh, Aujourd'hui, toi, t'as des upsells chez Care ou pas? Alors justement, c'est un gros sujet. Ok. Je l'ai noté parce que je me suis dit, faut que je parle de ce livre-là. En fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Anatomy of a $10 Million Je Online l'ai pas lu, ça. Education Business. Donc en gros, c'est une boîte d'un mec qui est dans la formation, mais qui axe tout sur l'upsell et le cross-sell. Je te donne un exemple. Ils vendent une formation de langue, donc anglais niveau débutant. Ah, si tu es content du niveau débutant, tu prends le module intermédiaire. Ensuite, le module intermédiaire, le module expert. Ah, tiens, tu as fini de te former à l'anglais, tu vas aller te former à l'espagnol. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop smart. Et donc, on commence un petit peu à le faire, mais comme notre produit, ce que je te disais tout à l'heure, monter en compétences pour les profils en poste, on vient de le lancer, on n'a pas encore fait trop d'upsell, mais à terme, c'est ce qu'on aimerait bien faire. C'est OK, tu as fait la formation bootcamp reconversion professionnelle. Tiens, ce que tu vas faire ensuite, ça va être la formation expert. Tiens, tu es rentré en entreprise. Peut-être l'idée, c'est d'aller voir ton employeur et de dire qu'il y a Hmm. des formations spécifiques sur un domaine et d'en parler pour former toi et tes collègues sur cette thématique. Donc pour l'instant, c'est en cours, mais c'est notre but. Et vous avez des stratégies d'affiliation en interne? Tu considères que c'est pertinent aujourd'hui pour une boîte que les clients puissent récupérer un cachet sur la vente d'eux ou c'est pas réellement un truc que vous mettez en avant? Parce que nous, ça a été Si, un c'est quelque sujet chose aussi. qu'on met en avant. C'est quelque chose qu'on met en avant parce que en tout cas sur la partie B2C, c'est ce qui nous ramène le plus de monde. C'est-à-dire que là encore tout à l'heure, j'ai un message d'une alumni qui me dit j'étais trop contente de la formation, j'ai un copain qui a l'air intéressé, je te l'envoie. Et donc à chaque fois qu'ils nous envoient un profil qui passe la formation, ils reçoivent un bon cadeau. Ah, excellent. C'est un cadeau plutôt à accès financier ou plutôt bonus dans la formation C'est accès financier. Ok, donc c'est C'est un 100 euros de pourcentage bon sur la cadeau. somme. Ouais, ok, c'est nice. Voilà. Ouais, je pense que c'est trop important. C'est Jeff Bezos qui disait vos clients sont votre meilleur marketing et t'as pas besoin d'un marketing si t'as un bon produit. Trop partisan de ça. Euh, et aujourd'hui, en plus, de plus en plus de personnes se lancent dans le étiquette et de plus en plus de scammers aussi, parce que bah, plus tu as de volume, plus tu as de mauvaises personnes dans leur domaine. Quand est-ce qu'on recrute un CSM? C'est quoi l'indicateur d'après toi? Genre, ok, là c'est inévitable qu'il faut. Est-ce que tu peux recruter un CSM quand tu fais 2 3 000 euros par mois ou il faut un volume beaucoup plus élevé de clients? C'est quoi la métrique qui détermine que? Alors, franchement, là, tu vois, je vais te dire, il n'y a pas forcément besoin de recruter un Ok. CSM dans tous les domaines, etc. Ça va dépendre de ton approche, ce qu'on appelle le high touch ou le low touch. Donc, par exemple, high touch, ça va être une approche, tes clients ont besoin d'une approche très personnalisée. Ça peut être parce que tu as un produit complexe, un service complexe, donc il y a besoin vraiment de les accompagner. Hmm. Tu vas avoir aussi tes grands comptes. Donc, ils ont payé une certaine somme, c'est normal que derrière, ils ont besoin de quelqu'un qui soit. Enfin, voilà, c'était dans l'offre, donc ils ont besoin d'avoir quelqu'un. À l'inverse, l'autoge, ça va être plutôt pour des profils assez autonomes, qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'accompagnement, où tu vas avoir des process très automatisés. Donc déjà, en fonction de quelle approche, donc quel produit tu vends, Hmm. enfin, plein de petites informations que tu vas avoir, tu vas savoir si tu as besoin d'un CSM ou non. Ensuite, en fonction de l'époque où tu es, forcément, si tu es tout au début de ton entreprise, tu n'as pas forcément les moyens de recruter un CSM. Ouais. Par contre, c'est hyper important, dès le départ, même quand tu es tout seul, tu viens juste de monter ta boîte, déjà, dès le départ, de penser à une stratégie Customer Success.
Donc, et c'est seulement quand bon, voilà, tu as développé ton entreprise et que tu dis, bon, bah, là, je ne peux plus, moi, gérer tout seul ma stratégie Customer Success, j'ai besoin de quelqu'un, ou recruter quelqu'un. Ok. Donc c'est peut-être pas forcément recruter dès le départ, mais penser ton produit ou ton service pour accueillir un customer dès le début. Du coup, tu sous-entends quoi? Ça Alors ça, dépend de ton c'est... produit, ouais. Ok, allez, va donner un exemple qui parlera peut-être à beaucoup de gens. C'est, tu as une activité de consulting ou d'agence, je sais pas, plusieurs milliers d'euros. Donc c'est soit du done with you, soit du done for you. C'est pas un produit ultra complexe. Par exemple, c'est du conseil en entreprise pro. Donc tiens, on prend mon activité, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Admettons, j'ai un business du coup qui est plutôt sur les processus de conversion pour les solopreneurs, agences, nanana. On a un ticket moyen à 5K. C'est pas trop compliqué, ce qui est une plateforme, etc. À quel moment et comment je le pense pour. Je pense avoir bien fait, mais ça se trouve, je fais des erreurs, donc c'est Mais pertinent pour moi aussi. tu as recruté, donc je pense que c'est pas mal que tu répondes et je vais donner les exemples du coup que moi je connais. Pour un SaaS, forcément, c'est un produit, tu as besoin de former à des fonctionnalités, etc. Quand moi j'ai été recrutée par mon entreprise, il y avait déjà 80 clients. Et Ok. juste, avant que j'arrive, ils étaient une équipe de 5. C'était la personne au produit qui s'en occupait un petit peu. C'était le boss qui s'en occupait un petit peu. Et ils m'ont recruté, tu vois, au bout de 80. Et quand on arrivait à 150 clients, donc c'était une approche high touch, donc très personnalisée. Là, au bout de 150, tu aurais eu peut-être besoin d'une deuxième personne. Donc, je suis partie à ce moment-là. Pour Care, on n'a pas de CSM. Finalement, tu vois, c'est moi qui m'en occupe. Et ça va être Emma qui est coach recrutement, qui est experte recrutement. On fait toutes les deux du customer success, mais on n'a pas l'intitulé de CSM, par exemple. Hmm. Et du coup, je te laisse toi, Enzo, répondre. Je te dirai du coup à quel moment tu as recruté. C'est Laura, hein, c'est ça? Ouais, Laura, notre CSM, si elle passe par là. Alors, la première chose, c'est que moi, avant de recruter un CSM, je me suis déjà concentré sur la scalabilité du produit. C'est marrant cette approche. Donc, c'est low touch et high touch, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Nous, on avait un produit qui était très high touch et mon choix, ça a été au début parce que on voulait scaler la boîte, de le passer plutôt en low touch, donc plus un produit do it yourself où les gens, du coup, ils se débrouillaient un peu plus tout seuls pour développer leur boîte et rajouter du personnalisé que je pouvais gérer dans un momentum. Donc en mode, ils avaient des coachings, etc. Le moment où j'ai choisi de faire le switch, c'est quand je me suis dit, bah, en vrai, peu importe le nombre d'élèves qui vont rentrer, je peux les délivrer, mais par contre, je ne peux pas assurer la satisfaction en dehors du business. Quand tu fais du coaching sur de l'entrepreneuriat ou de l'agence, bah, il y a les phases de down, il y a les phases de doute, il y a d'autres sphères que juste avoir des résultats financiers. Et pour moi, c'est ce qui causait la plupart des échecs de nos élèves. C'est pas le fait que la méthode était mauvaise, c'est le fait qu'ils avaient du mal à suivre la méthode. Du coup, on avait besoin, tu vois, d'une personne qui était là pour motiver, mais surtout prendre des feedbacks. Parce que le feedback, c'était trop important pour nous. Donc, je dirais que, tu vois, j'ai recruté Laura quand on a commencé à avoir 70 élèves en roulement, que c'est assez compliqué, donc finalement quasiment les mêmes métriques que toi. Et, euh, et quand j'ai vu qu'il y avait surtout un besoin plutôt moral, moralement, les élèves parfois pouvaient se retrouver dans des phases de down. Et moi, j'avais pas l'expertise, tu vois, genre, je suis assez humble pour le dire, je suis pas coach mindset. Moi, je suis un mec, genre, je vois de la data, je vois des process, suis les process, fais de l'argent, et c'est tout. Et du coup, c'était plutôt dans cette optique-là. Et surtout, quand j'ai commencé à vouloir développer une upsell, et je me suis dit, OK, il nous faut quelqu'un qui soit un peu dans l'ombre, qui s'assure que ça va prolonger le cycle de vente. Et donc, c'est pour ça que Laura, on l'a recrutée à la fois pour ça, mais aussi pour closer en interne. On va en parler. Ça se trouve, j'ai fait des Mais j'ai choses noté mal, du hein. coup. Non, non, c'est très bien. Et j'ai noté parce que c'est vrai que là, dans ma réponse, elle était pas complète. En gros, tu as plusieurs aussi profils de Customer Success. Et là, tu as dit oui, il y a certaines choses où vous ne me sentez pas compétent pour ça. En gros, tu vas avoir les profils très stratégiques et les profils un peu plus opérationnels. Profil stratégique, c'est tu peux en fait recruter quelqu'un dès le départ parce que tu sais que tu vas avoir une offre où tu vas avoir besoin de garder tes clients. Donc, je pense des produits sous forme d'abonnement, etc. Et tu Hmm. as besoin dès le départ de construire une stratégie, de mettre en place des process, d'implémenter peut-être des outils. Tu vas mettre, je ne sais pas si aujourd'hui tu as un CRM, mais peut-être voilà, il y a besoin de créer un CRM, de te faire tout ça. Et donc là, c'est peut-être pertinent d'avoir un profil stratégique le plus tôt possible quand tu le peux financièrement. Par contre, tu as un autre type de profil qui est plus opérationnel, qui va être plutôt sur, bon, ça va être un autre débat, on va pas en parler aujourd'hui, mais tu as le poste de Customer Care qui est plus sur le support, la compte manager qui va faire plus de l'upsell, cross-sell. Aujourd'hui, il y a plein d'incompréhension et de mélange entre tous ces métiers, mais on va dire qu'on va le regrouper sur le poste de Customer Success. Et Ok. donc, dans l'opérationnel, tu vas voir aujourd'hui qui s'occupe du support, qui s'occupe de l'onboarding, qui s'occupe de l'expansion, qui s'occupe de l'adoption au produit.
Et en fait, si toi, en tant que CEO, t'as pas le temps de faire ces 4 choses-là, peut-être que ça peut être intéressant de trouver le profil soit qui englobe toutes ces missions, soit tu pioches ce dont tu as besoin. Tu rémunères plus un profil plutôt talentueux technique qu'un profil opérationnel, je suppose? Oui, alors ça dépend. Ça dépend de la Par tâche? exemple, tu vois, par exemple, un poste de customer care, donc plus accès support, donc répondre aux tickets pour une entreprise très technique, tu vois, peut-être une fintech. J'ai déjà vu des rémunérations qui étaient plus élevées que des profils CS très stratégiques dans des boîtes, tu vois. Donc, mais globalement, oui, tu as raison. Normalement, quand c'est un poste plus stratégique, la rémunération, elle est plus élevée. T'as les fourchettes de salaire en tête un peu? Euh, Ouais, junior, tu vas commencer à du 35, aller 40 si tu prends le package global avec le variable, donc 35 plus 5. Et ça peut aller jusqu'à du 80 000. Là, on a eu une étudiante, donc elle travaillait dans la comptabilité avant, elle est passée par CARE et elle a trouvé son premier poste de 80 000 euros parce qu'elle avait justement cette expertise de compta. Donc voilà, ça peut aller très haut. Et encore en France, on est limité, mais tu vas aux États-Unis, enfin, les salaires d'un CSM, c'est voilà, très, très, très haut. Parce que c'est un poste qui est vraiment très stratégique et je pense qu'aux États-Unis, voilà, ils ont bien compris tout l'enjeu. Je fais un exercice, que ce soit pour les formations, pour ceux qui veulent se reconvertir, pour les entreprises, où j'explique le Customer Success, où je montre toutes les économies que tu peux faire sur ton CAC, ton coût d'acquisition client, grâce à tes clients qui sont contents. Et, et je montre aussi qu'en fait, plus ton client reste, donc plus ta LTV est élevée, bah, plus en fait c'est intéressant pour toi. Et en fait, quand tu n'as pas de hmm. CSM, bah, du coup, tu n'économises pas sur ton coût d'acquisition parce que tu es constamment en train de devoir aller acquérir par toi-même en faisant des pubs, en payant ton commercial. Quand ton client ne reste pas, par exemple, tu as dépensé 1000 euros tu vois, dans ton coût d'acquisition, il va falloir que ton client reste assez de temps pour pas que tu perdes d'argent. Parce que parfois, tu as beau avoir un client qui il a C'est vrai. signé, mais il reste 3 mois, toi, tu as payé ton commercial, tu as peut-être fait des ads, j'en sais rien, enfin, je connais pas Ouais, non, mais t'as beaucoup de charges fixes, quoi. Nous, si tu veux, Voilà, c'est ça. on a plusieurs funnels, on a de la prospection, donc bah là pour le coup, ça c'est plutôt de la com sur vente, donc c'est pas trop élevé. Mais on a par exemple des ads, funnel VSL ads ou ce genre de choses, donc évidemment ça a des coûts de trafic. Et derrière, c'est vrai que surtout, je pense que c'est pertinent aussi pour les SaaS, parce qu'un SaaS, vu que c'est des modules, enfin des modèles en MRR, bah tu vas pas rentabiliser sur le premier, mais peut-être sur le troisième mois. Et si tu as une mauvaise LTV, ta boîte se casse la gueule. Donc, ouais, c'est ultra pertinent ce que tu dis. Je pense que les États-Unis, tu vois, ils ont beaucoup plus pris conscience que euh, parfois, avoir une très bonne team de CSM, c'est meilleur et c'est dans un premier temps ce qu'il faut faire avant d'avoir une super team de commercial. Pour moi, la vente, c'est la dernière chose que tu dois déléguer. Mais dans l'ordre, c'est plutôt tu délègues ton acquisition client, bah, ou alors ta fidélisation, parce que toi, pour le coup, il y a moins de front, mais plus de back-end. Ensuite, c'est tes customer care, ou alors tu peux déléguer de la compta, tu vois, des conneries à droite à gauche. Mais et la dernière chose, c'est la vente, parce que je pense qu'il faut déjà penser à ta base client en interne que d'aller en chercher des nouveaux, quoi. Et bah, C'est... tu as un très bon. Je sais pas si je pense que oui, Guillaume Houbèche, Ouais. qui est, je pense, un des plus grands succès en France. Bah, lui, il avait compris ça. Tu vois, il avait d'abord recruté une équipe Customer Success avant une équipe commerciale. Donc, tu vois, enfin, ça fait tout. Et tu disais que c'était plus pour les SaaS, mais pas que. Parce qu'en fait, tu vas, par exemple, avoir de la formation comme nous. Le fait d'avoir, dès le départ, une stratégie Customer Success, bah, Hmm. tu vas quand même déjà peut-être rentabiliser je te disais, là, on va avoir une personne qui va nous recommander. On économise peut-être déjà de l'argent, tu vois, sur le coût d'acquisition. Et même sur du conseil, si tu as une salle de sport, c'est la même chose. Avoir une stratégie Customer Success, tu feras forcément plus d'argent et tu feras de l'économie aussi sur ton CAC. Ouais, c'est vrai. Je crois que la stat, tu me corriges si je me trompe, mais c'est genre un client satisfait en moyenne, il te rapporte 3 par la suite, et un client qui est pas satisfait t'en fait perdre 12. Du coup, bah, le calcul, tu vois, il est vite fait. Je sais que moi, récemment, quand je me suis expatrié à Malte, j'ai payé un service pour la conception, etc. Et donc, il y a une phase d'onboarding. Et un truc qui m'avait fait vraiment fait un pas de recul, c'est un mauvais onboarding, tu vois. Ce truc de se dire, waouh, tu payes un service plusieurs dizaines de milliers d'euros et tu te retrouves finalement avec des mecs, tu sais pas trop comment enfiler les perles. Je pense aussi parce que c'est quelque chose de délaissé. Il y a beaucoup de commercial en avant, avant le customer success. C'est quoi les erreurs que tu as pu voir la plupart du temps dans des boîtes en interne, des startups ou même des business comme le nôtre, sur du Ouais. CSM?
J'essaie de trouver les trucs les plus impactants. Je pense, tu vois, un des très bons conseils que je donnerais, c'est déjà de faire ta customer journée. Vois ton parcours client. Parce qu'en fait, des fois, tu vois, tu lances ton entreprise et c'est normal, tu vois. Je pense que tout le monde fait comme ça. On a envie d'avoir des clients, donc on va voir tout son funnel d'acquise. On va avoir un petit peu, tu vois, on va construire, on va voir ce qu'il va recevoir comme message, etc. Et c'est tout. En fait, tu deviens client et après, on ne construit pas trop le parcours client. Et je pense que c'est important tu vois, de construire. OK, il s'est inscrit. On va faire la première phase onboarding. Donc, comment on va améliorer ça? Qu'est-ce qui est envoyé? Est-ce que j'ai des échanges avec lui? Ensuite, la partie adoption. Ensuite, la partie peut-être advocacy. Donc, advocacy, ça va être est-ce que grâce à lui, je vais pouvoir avoir des témoignages? Est-ce que je vais avoir je vais lui demander de mettre un avis? Je vais lui demander peut-être de me recommander quelqu'un d'autre, une autre entreprise, un autre prospect. Après, tu as la partie renouvellement, s'il y a peut-être d'autres missions que tu veux vendre. La partie expansion, donc si tu veux faire de l'upsell, du cross-sell. Et aussi la partie churn. Donc, churn, c'est pas que pour les SaaS. C'est là, peut-être demain, toi, Enzo, tu as un client, il veut partir. Peut-être qu'il veut partir pas parce qu'il n'est pas content, tu vois. Peut-être qu'il a envie de partir juste parce que aujourd'hui, il a plus besoin de toi, mais peut-être dans 2 ans, il aura besoin de toi. C'est hyper important, même quand tu as un client qui veut plus travailler avec toi, de bien faire ce qu'on appelle le loveboarding, parce que pareil, même à cette étape, c'est crucial d'avoir une bonne relation. Et je suis en train de réfléchir et je pense aussi à trop complexifier ou à trop, tu Hmm. vois, je suis pas d'accord moi, avec la phrase ton client est roi. C'est pas vrai en fait. C'est toi, s'il il est devenu client et il t'a demandé ton service, c'est parce que c'est toi l'expert et c'est à toi de mettre les limites et c'est à toi de rendre ton client autonome et pas être tout le temps, pas faire le travail à sa place en fait. Enfin, je trouve que c'est Hmm. la pire des choses et enfin, voilà, la pire des choses que je vois, je pense, c'est ça. Tu vois, c'est de tout faire pour satisfaire son client et quitte à faire le travail que c'est lui qui devrait le faire, tu vois. Donc, le rendre autonome rapidement. Je t'en ai plein de choses, mais Non, je suis d'accord, ah, c'est vrai. L'offboarding, c'est hyper sous-estimé. Et tu vois, ça m'a fait écho parce que moi, je sais que quand on a relancé Ascendia, les premières choses qu'on a fait, bah, effectivement, c'est que tu construis ton funnel d'acquisition. Tu vois, c'est genre comment je vais chercher les leads, comment je les convertis, comment derrière je vais à la rigueur les délivrer. Tu bosses ton produit, mais tu bosses pas le parcours en interne. Parce que tu te dis, bon, bah, le client. Et c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que ouais, le client est roi. Moi, pour moi, c'est un peu du bullshit aussi dans la mesure où. euh, Bah, la personne, en fait, si tu mets les cadres dès le départ sur c'est quoi sa part des choses et c'est quoi ta part des choses, dans l'implication de son résultat, tu sais, dans mon biz, c'est en mode bah, si tu suis la méthode, nous on est engagé parce qu'on a une garantie de moyens. Si toi, par contre, tu suis pas la méthode, bah, en fait, on va rien pouvoir faire pour toi. C'est la base parce qu'il faut responsabiliser le client et si tu commences à te plier en quatre pour chacun de tes clients, tu peux pas scaler quoi. Euh, ouais, c'est c'est ça. mais après, ça, je pense, ça se résout, tu vois, au fait de mieux qualifier les leads qui rentrent dans ta boîte. Même si parfois tu peux filtrer et trouver quand même avec des gens qui sont pas intéressants. T'as déjà eu des expériences avec des clients un peu chiants? Tu dois en avoir plein. Bah, bien sûr, plein, tu vois. Et tu as des fois où ça arrive, tu vois, vraiment, bon, laisse tomber. De toute façon, c'est. Des fois, j'ai envie de te dire il y a du churn où tu vois des personnes qui. C'est très bien, en fait. Finalement, c'était pas la cible. Enfin, c'est tant mieux, tu Hmm. vois. Mais c'est très, très rare. Et par contre, il y a déjà eu plein de profils, tu vois, qui peuvent être insatisfaits, qui vont venir un petit peu, je suis pas content, etc. Et que tu arrives à transformer en ambassadeur parce que c'est justement, tu vois, dans ces moments critiques que si tu montres une bonne approche, je pense à un, tu vois, enfin, je sais pas si tu as déjà eu le cas de toi en tant que client, tu n'es pas content, tu contactes le service client, tu dis, Oui. bon, voilà, ça va pas du tout, et c'est un retournement de situation où le problème est hyper vite résolu. On te donne des solutions rapidement. Et ben en fait, après ça, tu étais super content. En fait, tu te dis, mais trop bien, en fait, j'avais un problème, ils ont été hyper réactifs. En plus de ça, ils ont fait mieux que ce que je pensais. Et finalement, tu restes plus longtemps. Amazon est très fort pour ça, hein, si je dis pas de bêtises. Parfois, ils ont des gros problèmes vu que c'est de la masse. Mais leur support client, alors bon, parfois il y a des cases, hein, je pense que c'est comme tout, mais ils te remboursent assez rapidement, ils sont pas chiants sur les délais, il n'y a pas trop d'informations, c'est un seul channel. Bon, maintenant ils ont mis plus de restrictions parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé de frauder. Tu penses que l'IA va remplacer les CSM? C'est une très bonne question que j'ai très souvent et je pense pas. En fait, tu vois, quand je pensais à l'avenir du CS, donc je te disais, il va y avoir déjà ce que je te disais, les postes très génériques, donc plus axés stratégiques qui vont savoir tout faire, et les postes spécifiques. Et ensuite, dans cette question-là, j'ai eu beaucoup de profils qui me disaient, oui, avec l'IA, en fait, ça va être fini le métier de CSM.
Mais ce qui nous différencie de l'IA, c'est l'empathie, tu vois, c'est tout ce qui va être nos soft skills, nos qualités. Et demain, même si l'IA, elle est super bien, tu vois, elle imite trop bien la communication d'un humain. Toi, en tant que client, tu veux un humain derrière. Tu n'as pas envie que ce soit un robot qui te réponde, tu vois. Hmm. Faut le Ça penser peut comme être un pour le outil, niveau quoi. 1. Ouais, c'est ça. Et bon, là, c'est plus du support, mais tu me demandais tout à l'heure dans les erreurs, tu as une différence entre réponse et résolution. Et beaucoup aussi, une erreur que les personnes font, c'est ah, tu as un problème. Comme tu n'as pas la possibilité de résoudre le problème, tu réponds pas. Ou, tu vois, alors qu'en fait, des fois, tu peux lui dire ok, j'ai compris ce problème-là, je te réponds, je vais faire en sorte de le résoudre plus tard. Et en fait, tu as le temps de réponse qui doit être quasiment immédiat si c'est sur le chat, 24 heures si c'est un email. Et si la résolution, elle peut être un peu plus longue. Mais la réponse, c'est encore autre chose. Si je dis pas de bêtises, c'est Leila Hormozy qui envoyait des cartes d'anniversaire aussi à tous ses clients, Ok. même après 1 à 2 ans, fait au Mhm. papier, pas par mail, pour garder la LTV, la satisfaction et upsell des gens, et ça marchait énormément. Euh, ouais, c'est très vrai. Et parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, tu vois, parmi les expériences que j'ai eues, c'est les fameuses FAQ, tu sais, tu sais pas, ils te mettent une FAQ avec des dizaines et des dizaines de questions. Euh, Ça, je pense que c'est pas ouf, mais le truc qui a marché le mieux pour nous, au niveau de la satisfaction client, c'est même dès qu'il y a un problème, se montrer humain et même parfois prendre 1 heure d'appel avec la personne. Parce que, en vrai, factuellement, la totalité des problèmes d'insatisfaction, ils peuvent se résoudre si tu prends une discussion qui est construite. Parce que ce soit des impayés, que ce soit un manque d'information, on peut toujours trouver une solution. Par contre, je pense qu'effectivement, l'erreur, c'est de justement pas communiquer, quoi. Surtout sur du étiquette. Tu achètes un truc à plusieurs milliers d'euros, tu te fais ghoster, t'as pas la réponse, on fait mine de pas t'écouter. C'est catastrophique pour ton biz, quoi. Hmm. Je pense du coup à deux choses que tu as dit par rapport à Hormozy, par rapport aux goodies. Pareil, tu vois, ça c'est un truc un peu, tu sais, on se dit, ah, c'est trop cool, tu vois, là je porte la casquette Care. Et je pense qu'on a tous un moment où on a envie on commence à faire un petit peu d'argent, on se dit, ah, j'ai envie de faire des cadeaux à mes clients, etc. Encore une fois, tu vois, il faut que ce soit fait de manière stratégique. Hormozy, je pense qu'elle l'a très bien fait, mais souvent ça va être soit pour augmenter la valeur perçue. Donc, Mhm. est-ce qu'en fait, peut-être ce que j'envoie, ça va aider mon client. Donc, par exemple, je peux très bien donner un template. Par exemple, si tu travailles dans le Un conseil, mastermind aussi. Il y en a, ils font des accès au ouais, mastermind. par exemple, tu vois, ça peut être ça. Ça va être pour récompenser les actions. Ah, bah, tu m'as laissé un avis Google. Il ne faut pas que ce soit avant parce que euh, sinon, tu sais, tes avis sont un petit peu faussés. J'ai déjà vu ça Non, où mais bien sûr, j'ai été faut que manger ça une soit de glace. l'incitation. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit de l'incitation. Ou ça peut être aussi, tu vois, te différencier par rapport aux autres. Ou un peu d'ancrage de marque où tu sais que, par exemple, un sticker ou un stylo, ça va être dans un endroit où tu as des potentiels prospects qui vont être là, qui vont voir. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit fait juste pour faire des cadeaux. Enfin, faut, pareil, de toute façon, toutes les actions, réfléchir à la stratégie. Et par rapport aux foires aux questions, pareil, ça va dépendre de ton produit, encore une fois, de ton approche. Si c'est du high touch, du low touch, effectivement, tu as un client qui a payé assez cher, il veut quelqu'un qui l'accompagne tout le temps, de temps en temps. Et lui, surtout si c'est une entreprise, ils ont un agenda très chargé. Toi aussi, tu as un agenda qui est super chargé. Et tu sais, parfois, de juste dire, il t'envoie un mail et peut-être pour éviter de devoir faire un rendez-vous visio ou un appel avec lui, juste lui dire, bah, regarde déjà cette vidéo que je t'ai faite. Euh, donc, ça peut être un article de ta foire en question ou ça peut être toi une vidéo Loom que tu fais en expliquant quelque chose. Je reviendrai, mais moi, par exemple, je fais 0 rendez-vous avec mes clients. Et pourtant, ils sont très contents, tu vois. Et Hmm. juste ça, enfin, t'es pas obligé de, parce que tu as payé, tu proposes du high ticket et un accompagnement personnalisé, ça veut pas dire pour autant qu'en fait, tu dois, dès que ton client a besoin, l'appeler ou faire des rendez-vous visio, quoi. Et en plus, ça apportera pas forcément plus de satisfaction client, tu vois. Euh, le meilleur move que j'avais fait dans l'accompagnement, c'est qu'avant, on était sur des coachings one-one de 1 heure. On est passé de coaching one-one de 1 heure illimitée avec tous les élèves à une demi-heure. Ils ont eu de meilleurs résultats, c'était plus rapide parce qu'ils posaient les meilleures questions et ils avaient plus d'autonomie. Et ensuite, on est passé pour certains clients aujourd'hui en coaching collectif, en petits groupes pour conserver quand même l'humain. Et ils ont encore de meilleurs résultats parce que c'est pas rendre service à un client de tout faire à sa place, notamment quand tu es sur des offres de consulting, de se dire bon bah vas-y, je fais à sa place, tu vois. Mais non,
Ça a pas de sens. Le mec, en plus, après, il va devenir de plus en plus ingrat avec toi parce qu'il va être habitué à une certaine standard en mode ah bah dès qu'il y a une réponse, nanana, le jour où tu prends une heure de plus à répondre, tu te fais lyncher, tu vois. Alors que si tu mets les bases dès le début, le mec, il s'y attend. Et c'est là Ouais, qu'il c'est ça. apprécie les bonus. C'est ça. Et je pense aussi, tu vois, dans le customer success, je vais mettre aussi l'aspect communautaire, parce que pour moi, ça fait partie du coup de ce que je te parlais, la Hmm. phase de advocacy. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, ça, il y a peut-être des exceptions, et là, je ne les vois pas, mais dans tout produit, tout service, peut-être aller ouais, encore, je pense que tu peux trouver, j'allais dire, tu vois, dans les trucs très confidentiels, etc. Mais sinon, je pense que l'aspect communautaire peut être développé. Je pense à la fois dans le B2C et dans le B2B. Et je trouve que ça ajoute aussi, tu vois, de la satisfaction, de l'entraide. Ah, bah, tu as ton client qui cherche cette réponse-là. Enfin, si c'est possible, je pense que c'est un vrai truc qui peut changer. En tout cas, nous, avec Care, je pense que c'est le truc qui fait la différence. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que les coachings collectifs ou les ateliers en groupe dans un accompagnement, vu que bah, factuellement, en fait, ils sont tous liés par le même objectif. Tu vois, je pense que quand ils rejoignent Care, il y en a, c'est tous pour apprendre, peut-être changer de vie, devenir meilleur, trouver un poste, etc. Bah, ils sont tous dans la même énergie. La majorité, nous, de notre côté, les entrepreneurs, ils sont seuls, tu vois, c'est une stat qui est vraie. Bah, le fait de les mettre en corrélation, parfois, ça vaut déjà une partie du service à étiquette. Parce que même maintenant, tu vois, t'as des services à étiquette de mise en relation, des clubs d'affaires, t'as la BNI, je crois, t'as ce genre de choses. C'est très vrai. Tu dirais que ça, c'est un des facteurs les plus importants, le fait qu'il y ait cet aspect communautaire. C'est quoi le facteur un? Je me pose la question. Le facteur 1, tu veux pourquoi? La satisfaction client. Genre, si tu devais choisir un truc pour augmenter la satisfaction de tous tes clients, et La valeur, résultat. Je suis désolée, toujours valeur. hmm, C'est, pour moi, c'est le premier truc, c'est ROI, tu vois, c'est retour sur investissement. Et ça peut passer par plein de choses, mais c'est OK, tu vois, qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif? Donc, par exemple, quand les personnes viennent s'inscrire sur Care, elles veulent trouver un job, c'est ça leur objectif. On peut pas, nous, tu vois, leur promettre qu'ils vont trouver un job parce que c'est eux qui vont faire le tas, ça va être l'entreprise qui va décider. Par contre, on peut faire plein de petites étapes pour qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Mais c'est toujours, hmm. en fait, toutes ces étapes axées sur la valeur. OK, première étape, on va voir ensemble ton CV. Deuxième étape, je vais te donner accès à une communauté, tu vas pouvoir aller échanger avec d'autres personnes qui ont aussi des astuces à te donner. Troisième étape, ça va être, on va te former sur le métier de CS. Enfin, voilà, tu vois, ça peut être plein de petites étapes pour arriver Ouais, c'est à leur vrai. objectif final. En fait, t'entendras, je pense, jamais parler mal d'une boîte, même si le service, enfin, la manière dont tu as délivré le service était pas ouf. Si tu as un résultat qui est à la hauteur de tes attentes pour un prix qui te convient, en fait, il se passera jamais mal. Par contre, si tu as le malheur de tomber sur un très bon service qui t'apporte pas de résultat, tu arriveras quand même à dire des choses horribles. Donc c'est vrai. Donc tu dirais que le truc à maximiser, numéro un, c'est genre le rapport je rentre dans le service, rapidité des résultats et valeur pour amener plus de satisfaction. Ouais, c'est ça. Et pas forcément, tu vois, comme je te disais, c'est impossible, enfin, pour beaucoup d'entreprises. Dans l'idéal, tu aimerais bien, tu vois, qu'ils atteignent leur objectif, mais c'est pas, tu peux pas le promettre. Enfin, on Ouais. a la majorité des personnes qui passent par Care, on a 80%, tu vois, des profils qui trouvent un job dans les 3 mois, mais il reste, tu vois, ces 20% qui n'ont pas, mais parce que, comme je te disais, ça dépend aussi du profil de la personne en face. Peut-être que cette personne, c'est déjà arrivé dans ces 20%, en fait, elle voulait juste faire la formation, et puis finalement, elle a changé d'avis. Elle n'a pas envie de faire ça. Ou Hmm. bah, elle préfère partir en vacances, rester sur son poste avant de chercher un emploi dans un an. Et toi, c'est pareil, tu t'imagines dans ton domaine, c'est OK, tu donnes toutes les clés. Peut-être que l'entrepreneur avec qui tu travailles, bah, il avait d'autres priorités. Il a dû gérer peut-être malheureusement un problème de recrutement, tu vois, dans son entreprise. Et donc, du coup, il n'a pas pu mettre en place ce que tu lui as dit. Mais par contre, toi, tu as fait ton taf. T'as pas... Et tu vois, pourtant, il n'avait pas atteint son résultat. Hmm. Mais tu as donné, toi, les Ouais, choses. c'est vrai. Bah, de toute façon, on n'a rien sans rien. Je veux dire, un accompagnement ou un service, c'est pas magique, hein. Si tu te pointes pas au rendez-vous et que tu n'appliques pas les méthodes, c'est compliqué. C'est vrai. Mais tiens, c'est intéressant. Sur les upsells, notamment sur mon marché à étiquette, il y a plusieurs types d'upsells. Tu sais, on a les upsells, nous, surtout au pourcentage, où on va s'associer sur des business pour pouvoir prendre de l'equity. On va avoir des business où, tu vois, on va juste prolonger, d'autres où on va faire un service plus upgrade, etc. Je pense qu'il ne faut pas upsell tous tes clients, parce qu'en fait, moi, je sais qu'au bout de 6 mois, j'ai des clients qui ont eu des super résultats. Il y en a où on a fait passer de peut-être 5 000 € de chiffre d'affaires par mois à 30 000. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a envie de continuer avec eux. Donc il y a aussi, je pense, cet aspect feeling. Mais au-delà de ça, tu dirais que... Enfin, comment est-ce qu'on peut penser une bonne upsell pour le client? Je ne sais pas si tu as des réponses au vu de ça. Euh, Ouais, bah, je vais repasser plutôt sur l'erreur, tu vois. Tu as un truc de, tu as un super onboarding,
parce que tu as vraiment optimisé ça. Puis finalement, pendant quelques temps, ils n'ont plus de nouvelles de toi et tu reviens avec ton upsell. Alors là, c'est sûr que ça va pas marcher. Si en fait, tu as eu un bon accompagnement, tu as montré la valeur, etc., euh, dans ton process, donc quand tu as mappé ton parcours client, tu sais à ce moment-là, c'est le moment de lui parler de ton upsell. Et pas forcément quand il a terminé, tu vois, sa mission qu'il a sur le package avec quoi il avait souscrit au départ. Ça peut être avant, tu vois. Ah bah c'est bientôt terminé, j'ai vu que tu avais... Et la meilleure chose à faire, c'est, tu as eu ça comme résultat, j'ai vu que c'était terminé, si tu veux, je te propose ça pour atteindre ces résultats-là. Et logiquement, s'il est content, hein. Et pourquoi pas aussi, c'est ce que je fais avec Care. En gros, j'ai plusieurs étapes. Donc, je vais avoir la partie effectivement onboarding. J'ai le milieu de formation où je leur envoie un message et je leur demande comment ça se passe. Est-ce que en fait, ça répond à tes besoins? Et là, je vais déjà savoir, donc majoritairement, ils sont tous contents, mais j'ai déjà peut-être des profils qui vont me dire, OK, là, c'est compliqué. Donc, je vais déjà identifier qu'il y a peut-être une problématique. Et enfin, à la fin de formation, je fais un call avec eux, tous ensemble, et je leur demande les feedbacks, comment vous avez trouvé la formation, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, etc. Et globalement, encore une fois, là, j'ai que des retours positifs. Et donc, à ce moment-là, je peux leur parler du programme de parrainage. Je peux leur parler, on n'a pas d'upsell, mais ça serait le moment où je pourrais leur parler de l'upsell. Donc, tu vois, c'est quand tu fais peut-être un bilan avec eux, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est un rendez-vous de bilan avec eux, c'est de leur faire dire qu'ils ont eu du résultat avant que ce soit toi qui le dise. Et une fois qu'ils ont dit, OK, je suis content, j'ai eu ça comme résultat, super, tu as eu ça comme résultat, bah, je te propose ça. Moi, je compare beaucoup, tu vois, la satisfaction client à la vente parce que c'est le même process. Tu crées de la relation, tu rentres dans la confiance, tu vois une valeur perçue, t'achètes. Bah, le fait dans un accompagnement de maximiser les résultats, c'est la même chose. Pendant 6 mois, tu crées encore plus de relations, tu apportes encore plus de résultats. Et vu que tu connais les objectifs, la personne, elle n'ira jamais acheter chez quelqu'un d'autre si elle est déjà chez toi et qu'elle est satisfaite, tu vois. Donc, ouais, complètement. Nous, on fait un rendez-vous bilan. La plupart du temps, j'ai vu que mon upsell, moi, elle est publique. C'est un des meilleurs tips que je pourrais donner. Moi, c'est en fait, mettez les témoignages clients de vos upsells dans votre formation ou dans votre consulting pour pré-vendre l'upsell. Parce que c'est hyper smart. Genre, les mecs, ils vont se dire waouh, moi j'ai des résultats, mais je pourrais aller encore plus haut avec eux. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et du coup, on a naturellement des gens qui nous demandent bah, c'est quoi ce module-là? Qu'est-ce qui se passe pendant ces lives-là? Et là, en fait, on vient justement proposer à la personne. Et puis après, il y a aussi le côté, de toute façon, tu le vois, genre, quand tu as un vrai talent dans ta boîte ou une personne, nous, qui va très haut, on a des mecs en 1 ou 2 mois, ils ont beaucoup, beaucoup de résultats. Bah, tu vas pas attendre les 6 mois d'accompagnement. Au bout du troisième mois, C'est ça. tu es largement là où il faut. Le service, il t'amènera pas plus haut. Est-ce que tu veux aller plus haut? Et puis parfois, il y en a, ils veulent pas aller plus haut aussi. Donc c'est frustrant. Tu te dis, Oui, putain, c'est vrai. je pourrais aller plus haut, plus fort avec lui, mais il veut pas. Mais propose-leur quand même, et c'est pas parce que, tu vois, Oui. là, en fait, il y a un truc aussi qu'on fait avec nos alumni. Donc, on n'a pas encore, comme je t'ai dit, on vient juste de lancer Expert, donc c'est pas pour le moment, mais on garde le contact en fait avec nos alumni. Même quand la formation est terminée, c'est plus, tu vois, c'est tout. Ils ont eu tous, on a délivré en fait ce pourquoi ils étaient venus, et pourtant on garde le contact avec eux, parce que, Hmm. comme je te disais, c'est grâce à eux en fait qu'on va pouvoir faire de nouvelles acquisitions, de nouveaux clients. Et donc, on garde le contact et tu vois, dès qu'on sort un nouveau truc, on leur écrit, ah bah tiens, on a ça. Donc, tu vois, par exemple, ça s'est super bien passé avec cette personne-là. Donc, je sais que ça reste, ça fait encore une mission en plus à faire, mais pourquoi pas, tu vois, bah, en newsletter, quelque chose, en fait, où ils reçoivent, pas les bombarder non plus, tu vois, mais au moins, tu vois, même un an plus tard, au fait, comment ça va? On avait travaillé l'année dernière ensemble. Peut-être pas obligé d'attendre un an, mais comme exemple. Et j'avais une question pour toi, parce que c'est rare quand même que je vois, tu as quand même construit une stratégie Customer Success. Enfin, t'as, comment t'en es venu à te dire, OK, il me faut une CSM, OK, je dois mettre en place une stratégie de Customer Success. Tu avais vu des choses quelque part ou comment t'as trouvé ça? Euh, En fait, genre, je suis quelqu'un, je lis beaucoup. Donc j'ai regardé pas mal de choses, notamment le livre 10X de Grant Cardone, et il y avait OK. un moment où il fait une grosse, grosse partie sur le produit. Et c'est marrant, ça qu'il dit d'ailleurs, la meilleure satisfaction client, c'est d'avoir des clients, parce que si ton produit il est bon, ça suit. Donc c'était assez drôle. Beaucoup de contenu sur YouTube aujourd'hui, c'est ultra accessible. Alors pas de CSM, mais genre scaler plutôt la partie back-end. Et puis en fait, c'est à force d'avoir beaucoup de clients en one-one, c'est de se dire qu'est-ce qui est la meilleure chose pour eux et pour moi, et comment moi je peux récupérer du cash sans pour autant aller chercher plus de clients. C'est se mettre dans des positions inconfortables, ou même, tu vois, il y a des mois où tu vois qu'effectivement,
bah, tu n'as pas énormément de leads. Tu te dis comment est-ce que je peux aller chercher plus de clients. Et c'est vrai que moi, dans les expériences professionnelles que j'avais eues, vu que je travaillais dans un incubateur avant, on poussait beaucoup l'affiliation. Donc en fait, je suis parti de ce constat-là de, OK, je peux avoir pas mal de clients via mon affiliation. Donc j'ai rapidement tourné à 20-30% de mon CA que sur de recommandations. Et après, je me suis dit, OK, c'est quoi genre les 10 meilleurs clients que j'ai actuellement sur les 100, 200? Donc les 1, enfin les 10%, 10, 15, 5%. Comment eux, je peux les remonétiser et récupérer beaucoup plus de CA et les amener plus haut. Et donc petit à petit, j'ai construit ces offres-là avec eux. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans l'accompagnement? Prendre beaucoup de feedback, même brutalement prendre des feedbacks honnêtes en mode écoute, j'ai pas aimé. Et être en mode bon, bah écoute, c'est ok, tu vois. Comment moi je peux t'aider? Parfois, j'ai toujours eu du mal, tu vois, à laisser partir un client pas satisfait et me dire ok, écoute, c'est la fin, notre service a été délivré, tu le reconnais, toi, tu n'as pas eu tes résultats, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et partir toujours avec une dernière bonne impression, c'est toujours quelque chose qu'on m'a appris, tu vois, pas faire les choses émotionnelles. Et puis après, c'est à force de soirée, tu vois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc les premiers clients, ils sont pas au top. J'ai souvent aussi délivré gratuitement. Ça veut dire, ok, on a fini les 4 mois, je suis pas satisfait de notre relation ou de notre prestation, on va te prolonger 1 à 2 mois de plus. Par contre, je veux que tu m'aides à co-créer la suite pour les clients d'après et petit à petit construire un truc viable, tu vois. Trop cool. Et c'est vrai que tu vois, tout à l'heure, quand je parlais du parcours client, on parlait de la valeur, et là, tu l'as un petit peu dit, finalement, c'est ce que tu as fait. C'est, OK, dans ton parcours client, c'est bien de savoir à quel moment tu délivres de la valeur, etc. Mais aussi de voir, là, actuellement, parce que tu as déjà quelque chose qui est mis en place, normalement, tous tes pain points. En fait, c'est Hmm. à quel moment mon client est en train de lâcher. Pourquoi, là, à ce moment-là, il y a de la satisfaction. OK, là, en fait, voilà, tu vois, à quel moment j'aurais pu faire autrement parce qu'il a l'air de pas avoir assez de résultats, par exemple. Donc, Ouais, c'est à c'est la vrai. fois, tu vois, donner la valeur, mais voir bah, aussi ce qui ne va pas, parce qu'il y a des choses aussi, bah, peut-être, qui ont été mises en place et qu'il faut changer, quoi. Ouais, c'est voir le bottleneck de ton client, quoi, et essayer de le résoudre au plus vite, c'est vrai. En vrai, c'est vrai que c'est marrant. Quand tu compares le front-end et le back-end, c'est la même chose, mais juste, faut satisfaire plus ses clients. Tu récupères comment du feedback, toi? C'est quoi tes systèmes pour récupérer des feedbacks? Ça m'intéresse. Ouais, bah alors j'en ai tout le temps. Donc déjà, enfin, comme on a un organisme de formation, Calliope, etc., on a tout ce qui est légal avec obligation d'avoir une évaluation chaque jour de formation. Donc c'est chouette, bon, c'est obligatoire, mais en même temps c'est chouette aussi parce que ça nous permet d'avoir des retours à chaud. Donc tiens, la journée elle s'est passée comment? On a déjà des premiers retours comme ça. Et ensuite, donc nos intervenants, tout ça, ils ont des retours et nous les communiquent si besoin. Et comme je te disais, je fais des messages à plusieurs moments de la formation pour Hmm. déjà savoir comment ça se passe, plus dernière journée de formation, où là, ça va être plutôt les retours à froid. OK, dites-moi tous vos retours par rapport à la formation. Et là, alors, je ne sais même plus combien de promos on en a eu, je crois qu'on en a eu 40 peut-être. Et sur toutes les promos, à chaque fois, je leur dis, là, vous avez la meilleure version. Parce qu'à chaque fois qu'on a des retours, par contre, c'est bien de prendre les retours, mais il faut que tu appliques des choses derrière. C'est dès qu'on a un retour, et bien on applique derrière quelque chose, une solution pour améliorer. Ouais, ok. C'est intéressant. Moi, je pense, on prend pas mal de feedback par IA en ce moment. Maintenant, on a un Typeform et Ok. ils remplissent. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure notre satisfaction dans le bilan, on ramène tous les feedbacks que la personne elle a fait. On se pose et on voit souvent, tu vois, c'est genre, je suis très satisfait du service, je suis très satisfait, mais j'aurais aimé que, il y a toujours un mais. Et puis, je pense à un truc qui est important, et puis après, je vais pas prendre plus de ton temps, parce que ça fait déjà 1 heure. Euh, Dans le processus d'acquisition, reprendre tous les témoignages des clients et savoir les placer au bon moment. Alors c'est bien, la preuve sociale, c'est souvent ce qu'on vend, mais moi je pense que les clients qui signent chez les autres personnes, ils accordent beaucoup plus d'importance à avoir parfois 1 à 2 témoignages qui sont spécifiquement sur la même situation de la personne. Prenons un coach sportif, tu as une maman entre 40 et 50 ans qui veut perdre 20 kilos, et bah tu lui mets la maman qui a le même profil qui veut perdre 20 kilos plutôt qu'une centaine de témoignages. Bah moi je trouve ça ultra intéressant de se dire tu as une variété de feedback client et tu peux les réutiliser dans ton processus pour amener de la relation et de la confiance. Et sans ça, je pense que tu peux pas atteindre le million d'euros annuel sans satisfaction client, c'est impossible, voire même 500, voire même 200. Toutes les boîtes sont vouées à cracher, quoi. Oui, bah, c'est ce qu'on a fait. Tu en es parti de OK, c'est qui nos personas? Et forcément, on en a plusieurs. On a, comme tu disais, peut-être les profils plus de 50 ans, parce qu'on en a. Hein. Et quand eux, ils veulent se reconvertir en start-up, ils ont quand même beaucoup de craintes parce que c'est pas facile de se reconvertir à cet âge-là.
On a des Hmm. profils très jeunes qui n'ont pas fait de formation, ils ont le bac, en fait, ils veulent directement aller en start-up. Et donc, forcément, on ne va pas s'adresser de la même manière. Et comme tu as dit, on fait en sorte d'avoir des témoignages de de chaque persona voilà, pour que tout le monde puisse se reconnaître. Et tu disais tout à l'heure, pour l'IA, ça peut être intéressant, mais attention, tu vois, il y a un truc aussi, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le NPS ou le CSAT. C'est tes notes de NPS? 0 à 10, est-ce que vous, ouais, Ouais. de 0 à 10, est-ce que vous recommanderez? Ou CSAT, c'est genre comme sur Amazon, tu mets tes 5 étoiles. C'est bien, mais en fait, c'est pas avec ça que tu vas avoir des retours. Et quand je disais, il faut simplifier, oui, et tu peux faire en fait des choses qui paraissent personnalisées, et pourtant c'est automatisé. Je te donne un exemple, moi, tous mes messages, donc chaque début de mois, je vais faire des messages automatiques à mes clients, mais qui vont paraître comme si je l'avais envoyé là maintenant, mais avec ma voix, et je Hmm. trouve que le fait qu'il y ait de l'humain, ça donne plus envie de répondre. Parce que des fois, quand tu t'envoies un Ouais, t'as formulaire raison. Typeform, bah, tu te dis, bon, en fait, il n'y a pas de quelqu'un qui m'a demandé de le faire, donc je sais pas si tu as beaucoup de retours, mais des fois, tu n'as pas de retour. Nous, on met une incitation en mode Ok, remplis Typeform et récupère la vidéo qui sortira dans un ok. mois. Ah, ça c'est bien aussi, c'est une bonne idée. On met de l'incitation, mais c'est vrai que c'est hyper pertinent. Donc, par message vocal ou une petite vidéo. euh, Ouais, ça, en fait, début du mois, tu vois, là, au début de novembre, je sais que j'ai mes 30 clients ce mois-ci qui vont passer une formation. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prépare mes messages vocaux. Bon, moi, j'utilise Slack, mais bon, ça peut être fait aussi par mail ou par WhatsApp. Je sais mhm. pas si sur WhatsApp, tu peux programmer. Non, nous, on a Peut-être pas. Slack. Donc, ça doit être Ok, bah Slack, moi je potentiellement. programme, tu peux programmer tes messages et en fait, je mets le prénom, c'est toujours les mêmes choses, tu vois, mais c'est juste même une phrase, c'est 20 secondes, hein, mon message vocal. Mais en fait, la personne, elle se dit, à chaque fois, j'ai le même retour. C'est trop cool, Justine, en fait, tu prends le temps d'échanger avec moi et Hmm. c'est pas un formulaire, tu vois, un truc, un mail enfin, et pourtant, c'est la même chose, c'est aussi de l'automatisation. Donc, euh, donc voilà. Ouais, complètement. Un mot de la fin, Justine, un truc que tu aimerais rajouter qu'on n'a pas abordé sur les 2 minutes qui nous restent? Je pense que c'est plus un résumé que des fois on n'a pas l'impression qu'on fait du customer success, mais ça peut être du customer success. Regarde-toi, en fait, tu as fait plein de choses. Peut-être que tu ne mettais pas derrière le mot customer success, mais c'est le meilleur système d'acquisition. Et c'est bizarre ce que je veux dire, mais je trouve d'avoir une bonne stratégie customer success, surtout pour les entrepreneurs, ça peut jouer sur la santé mentale des entrepreneurs parce que À on fond. se sait, enfin, c'est quand on a une entreprise, on a des charges à payer et que on doit toujours aller chercher plus de clients, plus de clients, plus de clients. Et je suis passée par là, et ben, c'est fatigant. On se dit, bon, bah mince, en fait, on va toujours galérer, etc. Et le vrai shift que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à avoir une vraie stratégie customer success, à me dire, OK, je vais aller voir mes clients, je leur demande exactement ce qu'ils veulent, pardon, et je vais mettre de la valeur, et ça a tout changé. Et depuis, bon, bah, l'entreprise, on a atteint les 1 million annuels. Et moi, ma santé mentale, c'est nickel. Enfin, je sais plus Excellent. comme avant où j'avais des insomnies parce qu'on était trop axé sur l'acquisition. Enfin, les deux c'est un bon combo, quoi, les deux. Mais Customer Success, pensez-y. Ouais, c'est très vrai. Bah, écoute, merci beaucoup, Justine, d'être passée. On mettra tes informations dans la description. Je te souhaite de plus scaler, d'avoir encore plus de satisfaction client, mais c'est déjà excellent. Et puis ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut!